observing, well, I used to go to a lot of college film seminars and talk when I was first starting out as an actor. Eh bien, j'ai assisté à pas mal de colloques et de causeries universitaires sur le cinéma à mes débuts comme comédien. C'est peut-être assez terrible de généraliser de la sorte, mais j'ai constaté que les professeurs, je suis sûr qu'ils en font autant vis-à-vis des comédiens, surtout s'ils deviennent réalisateurs, les professeurs manifestent une certaine antipathie à l'égard de ceux qui ont fait du cinéma plutôt que de la scène. Ils n'avaient pas envers moi la même attitude qu'envers Dustin Hoffman ou d'autres enfants des planches. Évidemment, ils ne se rendaient pas compte que je jouais à Broadway avant que Dustin n'y mette les pieds. Mes pièces à moi ont foiré et n'ont pas tenu l'affiche. Mais j'avais fait mon apprentissage sur la scène. J'ai pu constater, durant la période des questions, que la préparation inculquée aux élèves par le professeur n'avait rien à voir avec les vrais problèmes qu'un comédien doit surmonter, avec le combat qu'il doit se livrer à lui-même pour jouer son rôle. Ces professeurs parlent beaucoup de projection, de la mécanique de l'interprétation. Mais d'après moi, la seule façon d'apprendre à jouer, c'est de jouer, que ce soit dans un mauvais film ou dans un bon film, un film de catégorie B ou de télévision. À moins d'être une nouille, le comédien s'améliore. À chaque film, à chaque rôle lui apprend quelque chose. Et pour peu que la chance s'en mêle, eh bien quelqu'un viendra lui offrir Délivrance ou quelque autre film qu'il fera passer de la télévision ou des films moches à de bons films. Je le dis aux étudiants en cinéma. Il y a aujourd'hui des tas d'acteurs qui me valent, moi ou Redford ou Jack Nicholson, enfin, supposément les 10 meilleurs. Mais ces gens-là n'ont pas la chance de travailler pour Bob Aldrich dans un film comme The Longest Yard, un film qui fera recette. Ce qu'ils doivent faire, c'est de tenir bon, de persister, de travailler, de jouer. Quelqu'un demandait la différence entre jouer à la télé et jouer au cinéma. J'ai dit, la différence, c'est comme si vous convoquiez Renoir et Picasso et que vous disiez, Monsieur Picasso, vous avez 15 minutes pour finir votre tableau. Monsieur Renoir, appelez-nous quand vous aurez fini. Voilà la différence entre la télévision et le cinéma. La télévision n'est pas vraiment une forme d'art. Si vous avez 10 jours ou 14 jours pour tourner un film, eh bien, vous ne pouvez pas faire de l'art. C'est impossible. Il y a des choses auxquelles vous devez renoncer, pour des raisons d'économie, de rapidité, de temps. D'accord, c'est une bonne école. Mais moi, je suis content d'avoir commencé par un long métrage. Oh, ce n'était pas un bon film, c'était un film d'action, qui a fait de l'argent, et que j'ai terminé à temps. Je me disais que pour mon premier film, les deux choses les plus importantes étaient de tourner un film qui rapporterait et de prouver aux bailleurs de fonds que je savais respecter les délais. Mais sur le plan artistique, il y a des millions de choses que je n'ai pas pu faire. Pensez-vous que le problème de faire financer des films où vous n'apparaissez pas comme comédien, où vous n'êtes que réalisateur, se perpétuera? Eh bien, si je peux leur offrir quelque chose qu'ils veulent, enfin, ce qu'ils veulent, c'est un contrat de 5 ans, un film par année. Alors, je peux négocier. Je peux leur offrir un contrat de 3 ans, un film par année, durant 3 ans. S'ils me laissent tourner un film dans lequel je ne jouerai pas, mais que je réaliserai. Ils le financent, je réalise. Il n'y a aucune difficulté, je peux transiger, dans la mesure où eux ont leurs objectifs et où moi j'ai les miens. Le moyen de pression que n'ont pas la plupart des réalisateurs qui ne sont pas comédiens. Il y a quelques années, tout le monde disait que Newman avait fait un travail du tonnerre avec Rachel. Et c'était vrai, un film magnifique. Mais nous, les autres, nous nous demandions, comment diable a-t-il fait? Lui nous disait,
Je l'en ai persuadé. Mais par après, nous avons appris qu'il avait fait une entente avec Warner. Il couperait son salaire de moitié, ferait 2 films de plus, juste pour en réaliser un. Comment rivaliser avec cela? Allez-vous offrir vos 3 enfants, vos 4 enfants, vos 2 femmes ou votre canot automobile? Qu'avez-vous à offrir en compensation? Je croyais disposer d'un levier dont peu de gens disposent, mais ça n'a pas marché. Mais regardez bien l'envers de la médaille. Si vous le financez indépendamment et si votre film est un navet, c'est vous qui paierez les pots cassés, du moins en partie. L'an dernier, j'ai tourné un film dont j'étais très fier, qui s'intitulait Twilight Lies Gleaming. Il a été tourné comme ça, avec des fonds indépendants. Personne n'est allé le voir, ce film, et nous ne nous en tirerons que parce que mon partenaire dans cette aventure, Merv Alderson, est un homme d'affaires sensationnel. Le film étudie le comportement de l'Amérique durant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, c'est grâce à des ventes très, très extraordinaires outre-mer, à de très, très bons prix, que nous arriverons kiff-kiff. Si nous n'avions eu que la recette nord-américaine, nous étions lavés. L'enjeu est donc très, très risqué. J'ai fait un film cette année, Choir Boys, et nous avons fait la même chose. Mais il semble que le sujet atteint un auditoire beaucoup plus vaste. La comédie que vous venez de finir pour United Artists plaira-t-elle à un vaste auditoire? Est-ce un film que tous les auditoires voudront voir s'il l'accroche? Je ne sais pas, Bob, c'est un film hasardeux, de l'humour noir, sur le thème de la mort, et je ne sais pas si la mort est comique cette année. Chose certaine, on n'en a jamais ri. C'est un film à la Charles Adams, ou dans le style Pfeiffer, mais qui a certains aspects drôlatiques. J'entends par là qu'il y a un peu de Mel Brooks là-dedans. Alors, sûrement, cela me semble avoir une valeur commerciale. Mais dans ce contexte de loufoquerie, il y a vraiment l'histoire vraie d'un type qui se meurt d'une maladie du sang et de ses réactions. Enfin, si ça ne rebute pas les spectateurs. Nous en avons fait l'expérience avec Hustle, où je mourais. Les 10 premiers jours, c'était incroyable. Le film a eu un succès fou. Je parle de 10 millions de dollars en 10 jours environ. Et puis, le bruit a couru que je me faisais tuer. Et je crois que le film en a souffert. Dans ce film-ci, je ne meurs pas. Je cours le long de la plage, avec Dom DeLuise à mes trousses. Chacun sait que le type va mourir, mais on ne sait pas si ce sera la semaine prochaine, le mois prochain, l'an prochain. Il subsiste un certain espoir. Faire mourir certains acteurs, bien, à mon avis, c'est une erreur. John Wayne s'en est rendu compte dans The Shootist. En passant, c'est sa meilleure interprétation et extraordinaire dans ce film. Je l'ai vu l'autre soir. Mais le public ne veut pas voir mourir certains comédiens, surtout s'ils ont des personnalités, en plus d'être acteurs, si les gens les aiment pour ce qu'ils sont en dehors du métier, qui savent qui ils sont. J'ai tourné un film qui s'intitule Apache avec Burt Lancaster il y a quelques années. Dans le roman, Lancaster se faisait tuer. Nous avons tourné tel quel. C'était un assez bon film, pour peu qu'on croie aux Indiens aux yeux bleus. Mais vers la fin du tournage, les gens de United Artists ont dit « Les gars, votre film est sensationnel, mais vous allez tout gâcher si Lancaster meurt à la dernière bobine. » Alors, je suis allé voir Burt et il a très bien réagi, je dois dire. Je lui ai dit, si nous tournons 2 scènes finales, ils choisiront la fin heureuse. Je ne le crois pas, m'a-t-il dit. Ils choisiront celle qui convient le mieux au film. C'était mon 2e long métrage et je n'étais pas en mesure de me défendre comme aujourd'hui. Je lui ai dit, Burt, peu importe ce que nous tournerons, si l'une des finales te laisse vivant, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu survivras. Je ne crois pas qu'il m'ait cru. Et nous avons tourné les 2 finales et bien sûr, il ne mourrait pas. Avez-vous déjà tourné un film dont je crois que classique est un terme affreux,
dont vous pensiez qu'il pourrait avoir une importance autre qu'éphémère. Un film dont, selon vous, on se souviendrait ou qu'on estimerait important pendant plus d'une journée et demie. Je croyais que Délivrance le serait. Délivrance, c'est un peu comme Le salaire de la peur, un film de genre, qu'on pourrait regarder et en dire « c'est un film dans ce genre », surtout à cause de la façon dont nous l'avions tourné. Nous étions effectivement descendus dans la rivière, les 4 acteurs. Quand avez-vous ressenti cela? Eh bien, pendant le tournage, et je pensais la même chose de Longest Yard. Je crois que nous avons tous deux ressenti, enfin, je ne peux pas parler pour vous, mais je sentais que vous vous disiez à mi-chemin du tournage, cette fois, ça y est. Nous avons ici quelque chose de vraiment spécial sur le plan film, très, très commercial. Mais aussi, chose qui n'arrive pas très souvent, l'auditoire va se lever, se mettre à crier, nous allons le faire réagir. J'ai partagé votre opinion vis-à-vis de The Longest Yard, mais je me disais, je suis un fervent du football. Quand nous avons décidé de tourner le film, j'ai commencé à me préoccuper des réactions d'auditoire. Quelqu'un a dit, c'est Canby, je pense, je n'en suis pas sûr, que les réalisateurs estiment qu'ils ne comptent pas. Enfin, que les meilleurs ne perdent jamais de vue la perspective historique. J'ai tendance à croire que c'est vrai. J'ai connu un grand nombre d'excellents réalisateurs. Ce n'est que rarement, avec Chaplin peut-être, que j'ai vu des exceptions. En prenant un drink après le dîner, après le travail, rares sont ceux qui font pompeux. Ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de faire. Je doute sérieusement que, pendant le travail, pendant le tournage, il y en ait eu un, enfin pas chez ceux avec qui j'ai travaillé, qui ait jamais dit « Vous savez, je suis en train de tourner un classique. On se souviendra de mon film 200 ans après mon enterrement. » Je ne crois pas qu'ils pensent de cette façon. Je ne peux parler qu'en mon propre nom. Mais après la deuxième projection, ou la troisième, si vous prenez un peu de recul, vous direz « Ce n'est ni l'opinion des critiques, ni l'opinion du public, mais mon opinion à moi. Je pense avoir fait du bon travail et j'en suis fier. » Mais je doute beaucoup que quelqu'un, pas les personnes que je respecte en tout cas, se disent « voilà un petit chef-d'œuvre ». Je n'ai sûrement jamais pensé ça comme réalisateur. Comme comédien, oui. J'aurais de ces réactions viscérales. J'en ai eu pour ces 2 films. Mais vous, je crois, vous réagissez différemment. Je ne crois pas qu'un réalisateur en tournage pense à autre chose qu'au concept de son film. Il est trop occupé. Il n'y a pas assez de 24 heures dans sa journée. Et il n'a pas le temps de se demander s'il réalise un classique ou pas. D'autres pourront le dire, ou essayer de le dire. Mais le réalisateur dira « on en reparlera après la 3e projection ». En fait, on ne pense pas à cela. On est trop pris par son film. Nous devions parler de l'orientation actuelle du cinéma américain, ce qui, à mon avis, est un sujet intéressant. Pour peu qu'on réfléchisse au cinéma des 20 dernières années et à son orientation, si l'on voit dans Star Wars un épisode particulièrement bien fait de Flash Gordon, si on estime que les trucages méritent un Oscar, si l'on pense aux prouesses que Lucas a réalisées avec sa caméra et John Williams avec sa musique, il méritait une accolade. Je ne sais si Lucas la lui a donnée, mais il la méritait. Le film est extraordinaire en ce sens-là. Mais de là à préciser l'orientation du cinéma, voyons voir quel film a rapporté tel montant de dollars l'an dernier ou cette année. Alors il serait facile de dire voilà la direction qu'a prise le cinéma américain.
Les gens s'interrogent sur le retour du western. Moi, je dis que le western réapparaîtra dans le cinéma américain lorsqu'il saura gagner des sous. C'est aussi simple que ça. Ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui connaissent un succès énorme. Cela m'a un peu vexé quand on a dit que Rocky était le premier film de sport à faire de l'argent. Quand on sait que The Longest Yard, avec ce match de football qui dure 45 minutes, c'est quand même un film sur les sports. Nous avions brisé le moule et mis le sport à la mode. Et voilà qu'on suivit One on One, Rocky et tous ces autres films qui ont bien réussi. Mais d'ici à ce qu'un film brise les cadres et fasse beaucoup d'argent, enfin pour ma part, le prochain film à succès, vous avez failli le tourner. Eh bien, ce sera un bon gros mélo, magnifiquement réalisé. Entendons-nous. Et quand je vais dans un centre commercial, je vois toutes ces revues à la gomme et les romans que les femmes achètent pour 2,50 $, du romanesque. Vraiment des histoires d'amour romanesques, pas du porno, du romanesque. Enfin, je crois que si quelqu'un tournait ce genre de film, un film vraiment authentiquement romanesque, qu'il ferait des recettes tout à fait extraordinaires. I think the problem, if one tries to define American pictures, je pense que le problème, dès qu'on essaie de définir le cinéma américain, déborde ce schème étriqué. Prenons Star Wars. Bon nombre de techniciens et de spécialistes en trucage étaient des Britanniques. Le film de Zinman, Julia, a été entièrement tourné avec des équipes non américaines. Le cinéma est devenu mondial. Le côté fascinant de tout cela, c'est que l'Amérique ou Hollywood semble avoir retrouvé sa vitalité. Peut-être pas son emprise, mais son énergie, afin d'indiquer quel genre de film il faut tourner. Si notre cinéma devient unidirectionnel, si nous faisons tous des films interplanétaires, d'accord. Mais alors je pense que nous, les Américains, auront perdu cette capacité d'envahir et de dominer le marché mondial. Je ne crois pas que cela reste vrai. Le problème, Bert, n'en est pas un de chauvinisme en faveur d'un pays. Je ne suis même pas sûr que la prochaine vague à succès soit le bon vieux mélo. Pour moi, le problème est celui-ci. Comment obtenir du distributeur, bailleur de fonds, qu'il vous dise « D'accord, ce film-là n'est pas à la mode actuellement, nous vous donnerons 10 millions ou 12 millions pour inaugurer un nouveau cycle. » Voilà le problème, leur faire quitter le deuxième but. Par exemple, je pense aux films d'aventure historique. On pourrait y montrer les germes du malaise social d'aujourd'hui ou de la prochaine génération. Si le film n'est pas un pamphlet, s'il décrit la situation en termes d'action, de sensations fortes, d'aventure, il pourrait devenir la prochaine formule à succès. En effet, jusqu'où peut-on aller avec les ovnis? Il faudra peut-être retourner en arrière avant de pouvoir avancer. J'en ai comme le pressentiment. L'autre sujet que nous n'avons pas abordé aujourd'hui se classe sous la rubrique « Les critiques ». En avons-nous besoin? Ou, pour être plus gentil, pourquoi les considérer plus loin de la norme que les réalisateurs, ou les acteurs, ou les épiciers, ou les médecins? Il y a de bons critiques et de bons médecins, de mauvais critiques et de mauvais médecins. D'après moi, la différence essentielle, c'est que les autres médecins n'iront pas vous dire qu'un confrère a loupé son opération. Je crois qu'ils reçoivent des taloches qu'ils ne méritent pas et n'en reçoivent probablement pas assez de celles qu'ils méritent. Il faudrait établir un feuillet des handicaps, un bulletin quotidien sur les critiques. À la longue, on saurait ce qu'ils ont fait depuis 10 ans, ce qu'ils ont dit de tel film ou de tel autre. On aurait une idée de leurs allégeances et du genre de film qu'ils aiment. Nous connaissons tous les deux des comédiens et des réalisateurs qui cultivent ce genre de critique et s'en portent bien. Les autres genres de films que nous avons faits et dont nous sommes fiers sont moins vulnérables à une mauvaise critique
que le petit film d'art ou le film intermédiaire qui est très vulnérable. Je suis sûr que Smokey and the Bandit n'a pas été loué au nu. Robert Wise a, dans sa maison de 2 millions de dollars sur la plage, une pièce où il conserve les critiques de The Sound of Music. Il se fout éperdument des dénigrements des critiques. Vous pouvez être ulcéré de ce qu'on a écrit sur Smokey and the Bandit, mais Wasserman n'arrête pas de parler des recettes continues de ce film. Comment expliquez-vous ce phénomène et son rapport avec les critiques? Je ne crois pas que ce film ait été le chouchou des critiques l'an dernier. Non, de fait, c'est l'un de ceux qu'ils ont le moins aimé. C'est faux de dire qu'on ne peut pas amadouer certains critiques. Certains sont inapprochables, mais bon nombre d'entre eux, enfin certains sont très respectables. Si vous allez les relancer, si vous les amenez dans la chambre noire ou dans la salle de projection pour leur montrer votre film et leur demander comment faire pour l'améliorer, si vous prenez des notes et les faites reconduire en limousine, alors... Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais je connais un comédien qui a eu pour un film intitulé Shampoo des critiques élogieuses pour un film qui n'était pas si extraordinaire que ça. À mon avis, on ne pourrait pas faire ça avec Canby. Pourtant, je ne suis pas un de ses plus fervents admirateurs. Mais j'estime qu'il y en a environ 4 ou 5 qui ont autant, sinon plus d'influence que lui, à l'échelle nord-américaine, qui se laisseraient manœuvrer. Je suis d'accord avec vous quant au bulletin de cote. Il serait très intéressant de dresser la liste des films dont ils ont dit qu'ils étaient désastreux et qui sont allés faire des recettes de 60, 70 ou 80 millions de dollars. Les critiques ont aussi un faible pour le petit film. S'il nous était possible de tourner un film qui ne serait pas signé Bob Aldrich et Burt Reynolds, si nous faisions un I Never Promised You a Rose Garden, ils applaudiraient ce genre de film. Ce serait un chœur de louanges, car ils veulent que ce genre de film réussisse. Ils veulent que le petit film ou le petit cinéaste ait du succès. Je trouve cela valable. Alors ils se fendent en deux, ce l'est valable. Oui, j'en conviens, mais c'est du préjugé. Et aussi c'est un peu injuste, car vous et moi, nous avons autant ou plus à perdre quand nous tournons un film que le jeune cinéaste qui essaie de tourner un petit film. Laissez-moi vous raconter une histoire de critique que vous ne connaissez pas. Il s'agit d'un excellent critique. Quand nous avons tourné The Longest Yard, Canby était à l'étranger. Et la critique a été faite par une dame qui écrit rarement pour le Times. Elle n'avait pas aimé le film en général et votre interprétation en particulier. Je connais Canby depuis longtemps, je le respecte. Alors je lui ai écrit une lettre disant que je trouvais cela injuste et que vous aviez très bien joué dans ce film et que j'apprécierais qu'à son retour de vacances, il refasse la critique du film. Il y a eu une longue période de silence et puis, dans une édition du dimanche du New York Times, Canby a fait la critique de la critique. Il a dit que la critique était juste et que vous étiez carrément mauvais dans ce film. Pour la première fois, le New York Times a publié 2 critiques. C'est moi qu'il faut en blâmer, pas Canby. Mais je ne voulais pas vous faire de tort. Je croyais vraiment que Canby allait aimer le film. Vous voyez, il ne faut pas se fier à personne. C'est vrai, je ne peux plus me fier à vous. Alors restons-en là. Ce que j'aurais à ajouter sur le compte des critiques n'est pas de consommation publique. Je n'ai rien de plus à dire au sujet des critiques, à exception faite de Vincent Canby, et je ne le dirai pas sur les ondes.